proposes des sommes qui peuvent changer ta vie. Et... Ouais. À ce moment-là, on a 29 ans. On entre dans l'hôtel. Dans l'hôtel, ok. Par l'entrée principale, on traverse le lobby. Et il y avait 6000 vélos. Lena Situation qui d'un coup fait 30 000 requêtes sur nos serveurs. Et puis à un moment, j'ai les larmes aux yeux, tu vois, j'étais pas bien. Pierre-Henri, merci d'avoir accepté cette invitation. Bah écoute, avec plaisir. Sur ce format, on fait le parallèle entre sport, entrepreneuriat et culture. Et Okay. j'ai trouvé que tu étais le profil parfait. Je crois que ça fait bien, tu ouais. coches un peu toutes les cases. Et comme on le disait en off, WizEvent, c'est une réussite française énorme. Un leader maintenant européen. Tu as fait des études de marketing dans le sport, tu as été sportif. Ouais. Et tu as créé un logiciel justement autour de l'événement culturel. Donc on ne peut pas faire mieux, je pense, en termes de... Et j'ai créé un événement de vélo. Et tu as créé un événement de vélo, c'est clair. Parce que WizEvent, ça a commencé comme ça avec ton premier événement. Exactement. C'était le vélo tour. Ouais. Et à partir du vélo tour, tu t'es dit, ok, tu as décelé un besoin comme ça. Et tu t'es dit, ok, bah, on se lance et puis on va créer WizEvent avec Sébastien. Exactement. Et une troisième personne. Et avec Lefebvre. D'accord. Ouais, c'est une aventure de copains, ouais. Ouais. On s'est rencontrés les trois à la fac, à Dauphine, Okay. où effectivement c'est une maîtrise d'économie et de gestion du sport. Et on a monté Vélo Tour, qui était en fait à l'origine une idée de mon papa, qui était de faire une course de VTT dans la ville. Mon père faisait beaucoup de VTT. Okay. Et il s'était dit, tiens, ça pourrait être très cool de faire, de descendre des marches dans un parc, de passer dans une petite ruelle et tout. Il voulait faire une course avec des copains, ils avaient créé une association et puis je pense que faute de temps, ils l'ont pas porté plus loin. Il avait déjà créé des entreprises, donc il était pas mal occupé. Ouais. Et tous les trois, là, avec Lefebvre, on a monté une association, DTC, c'était 2 ballons, tonglés, chus. D'accord, ok. Et on a monté ce projet étudiant et on a bossé comme des dératés les soirs, la nuit, le week-end et tout. Okay. Et c'est des moments, c'était des moments assez géniaux. Ouais, j'imagine. Et d'ailleurs, tu vois, c'est le logo que j'ai sur le vélo. Et ce logo, il représente assez bien le truc. C'est le logo historique. C'est le logo historique, donc c'est un vélo avec un smiley. Et l'idée du smiley, c'était le côté sourire, parce qu'en fait, l'événement n'est pas devenu une course comme voulait le faire mon père, mais c'est plutôt une balade insolite où on va passer dans des lieux qui ne sont pas ouverts au public. Okay. Et surtout, ce n'est pas une compétition. Okay. Et donc, on a des enfants qui sont donc en siège bébé sur des vélos, mais qui sont aussi avec des petits vélos, 4-5 ans, jusqu'à 89 ans, parce que des seniors viennent participer avec nous. Et tu passes dans des endroits fermés au public. On est passé dans une prison, on est passé dans un hôtel 4 étoiles. Et 2000 personnes dans un hôtel 4 étoiles, enfin même plus que ça, 6000 personnes. Alors attends, quand tu dis dans un hôtel 4 étoiles... On entre dans l'hôtel. Dans l'hôtel, ok. Par l'entrée principale, on traverse le lobby. Et il y avait 6000 vélos. Et les touristes qui étaient dans cet hôtel, c'était à Dijon. Je me rappelle, les touristes américains, en fait, qui devaient partir, avaient descendu leurs valises et en fait sont restés pendant une demi-heure à regarder, à applaudir les gens. Ah ouais. Donc c'est des super souvenirs, c'est à l'hôtel La Cloche à Dijon qui nous avait fait confiance, tu vois. Incroyable. Et puis on est passé dans le Parc des Princes, on est passé dans Ikea, on est passé... Donc on a traversé plein de lieux comme ça. Et en fait l'idée c'est de faire une balade à vélo, insolite, ouverte à tous et qui permet de découvrir la ville. Et dans une ville tu as quand même plein de lieux, tu as des zones d'habitation, des zones de commerce, des zones industrielles, des zones de sport. Et ça faisait le lien, ça faisait le lien entre tous ces lieux. Et en créant cet événement, on se rend compte que vendre des billets, parce que du coup les gens devaient s'inscrire, c'était une vraie galère. Ok. Mais ça, l'idée, en tout cas, le fait de trouver ce besoin-là, il vient après plusieurs événements ou il vient dès le début Des vélotours. Des vélotours. Des vélotours, on se rend compte que c'est galère de vendre des billets, que les solutions ne sont pas adaptées. On bricole avec Yann Pagès, un pote informaticien de Sébastien. On bricole une solution qui permettait en fait de relier un formulaire PayPal. Un petit formulaire où tu mettais ton nom, ton prénom, à un module de paiement, donc PayPal. Et comme ça, la première année, 20% des personnes s'inscrivent en ligne. L'année suivante, je sais pas, 50%. Aujourd'hui, 100%. Tu vois, il n'y a plus du tout de stand, on n'a plus d'inscription par courrier et tout. Et donc on se dit, mais en fait, bon, côté acheteur, je t'apprends rien, mais c'est quand même plus cool d'acheter avec ta carte bancaire chez toi. Donc beaucoup d'acheteurs de... Par contre, là, on est en quelle année? On est en 2000... On est en 2006. 2006, 2006. Donc du coup, aussi, les achats sur Internet, c'est pas... C'est le début. C'est pour ça qu'on passe par PayPal. Quand on va voir la banque à qui on dit, ben, on voudrait remplacer PayPal parce que c'était cher et puis en anglais. La banque, elle nous dit, mais elle sait de vendre un crédit immobilier, elle sait de vendre un crédit à la conso, mais un module de paiement en ligne à l'époque, c'était plus compliqué. Et donc, et du coup, ça a été aussi une des raisons de la création de WizEvent, c'était de se dire, en fait, c'est tellement compliqué de créer une billetterie, de gérer les paiements, qu'on va créer une solution qui intègre tout ça et qui casse toutes les barrières rencontrées. Et donc ça, c'est 2006.
la première année pour Vélotour et puis on crée WizEvent en 2008. Donc tu vois, un an et demi après, on commence à bosser dessus en 2007. Tu vois, on est en 2022, donc ça fait 15 ans. Ouais. Donc on a souvent l'image, tu vois, de la start-up à la réussite fulgurante. On l'associe souvent à une idée géniale, tu vois, on va dire, ils ont eu une idée géniale et tout. Quelque chose qui n'existe pas et tac, ils le font et en 2 minutes ça prend. Et ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de boulot et puis beaucoup de patience aussi. Puis tu vois le mythe un peu de j'ai une idée géniale et tac, je suis riche tout de suite et c'est extraordinaire. Ah, j'aurais aimé avoir son idée. Tu vois, des fois tu dis ah, j'aurais aimé avoir son idée. En pensant que c'est aussi simple. Mais en fait, quand on lance Wiz, il y a eu d'autres gens qui ont fait le même constat que nous et tu as eu je sais pas, on a eu 5-6 concurrents dans le monde qui se sont lancés quasiment en même temps. D'accord. Tu vois, en Allemagne, il y avait un concurrent qui s'appelait Amiendo, qui s'est lancé même un tout petit peu avant nous. Okay. Et en fait, au fond, je pense que quand un projet, quand il y a une entreprise qui se crée, c'est que tu as une tendance et l'entrepreneur, il va juste capter les signaux. Et il va dire, OK, j'y vais. Mais tu fais partie du coup d'une génération, en tout cas des premières startups. Pas les 2006, premières, la deuxième génération, je pense. C'est la deuxième génération, donc tu en as vu passer. J'en ai vu passer un paquet. Est-ce que votre modèle, parce que si on fait une avance rapide, on arrive à, tu me disais tout à l'heure, 300 millions de CA, 150 employés, 6 bureaux dans l'Europe. Est-ce que tu penses qu'il y a une formule meilleure, parce qu'on parle beaucoup de levée de fonds, nous, chez nous, dans notre pays, etc. On met beaucoup en avant ces startups qui lèvent énormément d'argent. Vous avez levé une fois l'argent que vous n'avez pas utilisé, tu me disais tout à l'heure. On n'aurait jamais dû lever. Et vous êtes 100% rentable quoi, depuis le début. On a toujours été rentable quasiment. Est-ce que tu penses que c'est le secret de la réussite? Non. En fait, je pense que tu as des modèles de développement qui collent avec des personnalités, des entrepreneurs, et d'autres qui collent moins. Tu vois, moi, je ne serais pas bon et je ne serais pas forcément à l'aise en levant beaucoup de fonds, en perdant beaucoup d'argent. Et à l'inverse, tu as d'autres entrepreneurs qui ne seraient pas du tout à l'aise de faire ce qu'on a fait pendant aussi longtemps. Donc non, il n'y a pas un modèle tout fait, tout défini. Je pense qu'il faut juste être à l'aise et il ne faut pas caricaturer non plus. D'accord. Bah c'était l'objet de ma première question justement sur le founder fit. Je disais que tu étais le profil parfait sur notre format. Et c'est un peu la définition du founder fit. On parle beaucoup du product market fit. On oublie qu'il y a le founder fit, c'est le fondateur qui est taillé pour son marché et qui est la personne pour répondre à une problématique, la bonne personne. Est-ce que tu penses que c'est... tu as un peu répondu, mais c'est une condition sine qua non quoi, pour réussir un projet. Être la bonne personne. Ça joue. Je ne sais pas s'il y a de bonnes personnes, mais en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie adéquation entre ce qu'aime faire l'entrepreneur, ce dans quoi il est bon, et du coup le marché qu'il va adresser. D'accord. Tu vois, moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle WizEvent, Vélotour, ça a bien marché, c'est que mes qualités s'exprimaient bien dans ce secteur. D'accord. Rebondir après un échec, pas accepter. Avec Seb, mon associé, quand on perd un client, on en perd, ça arrive. On n'accepte pas. C'est quand on le prend comme une défaite. Mince, pourquoi on n'a pas été bon, tu vois, comment on fait? Et vous refaites le match, justement, vous dites ok, la prochaine fois. Si tu veux, on n'a jamais été en grande difficulté. Comme on était innovant, on a quand même été assez mis en avant assez rapidement. Mais la réussite, au sens où, où tu sens que le modèle il est solide, robuste, ça a pris quand même 3-4 ans, tu vois. D'accord. Moi, je commence à bosser sur WizEvent en 2007. Je démissionne en septembre 2007. Et parce que je faisais du conseil en stratégie, j'ai fait ça 6 mois. T'étais pas un bon salarié, tu disais. J'étais mauvais. Je sais pas si j'étais mauvais. Non, j'étais pas dedans quoi. J'étais pas dedans surtout. J'étais pas dedans et c'était du conseil, donc ça demande quand même un très gros investissement. Moi, les soirs, les week-ends, je bossais plutôt sur le projet Vélotour et WizEvent. Par contre, j'ai appris plein de trucs parce que les mecs étaient brillants. Tu vois, notamment l'utilisation d'Excel, de bases de données, tout ça, les mecs étaient très forts. Et donc, ça a été un super apprentissage. Mais donc 2007, septembre, je démissionne. De septembre 2007, pendant 4 mois à la fin de l'année, je rédige le cahier des charges. Donc vraiment le produit et tout. Ensuite, en janvier, février, on cherche des sociétés pour le développer. On en trouve une qui attaque courant février, qui nous dit c'est bon, vous êtes livré en juin. Et
et la Bible, qui est le document de 200 pages que j'avais fait, on l'appelait la Bible. Okay. C'est le cahier des charges hein, pour ceux qui nous regardent. Ouais. Avec toutes les fonctionnalités de l'application. C'était un grand PowerPoint de 200 pages tu vois, où j'avais dessiné avec les formes sur PowerPoint à quoi je voulais que ça ressemble. Il n'y avait pas les outils que tu as aujourd'hui. Tu avais une vision très précise. J'avais une vision assez précise. J'avais regardé tout ce qui se faisait dans la billetterie. J'avais essayé de trouver toutes les bonnes pratiques et tout. Et les gars nous disent OK, ce sera livré en juin, donc 4 mois après. On est en 2022, il y a certaines fonctions qui sont dans la Bible que je veux toujours, qui ne sont pas encore sorties. Mais qui sont toujours pertinentes. Quoi. Oui, mais qu'on n'a pas eu le temps de faire. Okay. Et après, on ne les a pas fait pour plein de raisons. Parce qu'aujourd'hui, tu dirais, mais attends, la boîte, elle est très grosse, elle a plein de moyens. C'est qu'on a jugé d'autres sujets qui sont sortis en cours de route plus prioritaires. D'accord, ok. Et ça devait sortir en juin. Donc on est déjà 1 an après avoir commencé à bosser sur le projet. Okay. Et en fait, ça sort en mars de l'année d'après. Donc tu vois, tu démissionnes en septembre 2007 et ton produit sort en février 2009. Et là, heureusement qu'on a eu le chômage. C'est-à-dire que le premier investisseur de WizEvent, c'est l'État. De WizEvent et de France. Et WizEvent, c'est une boîte française. Alors on a un nom bizarre, tu vois, parce que des fois, tu as des gens qui doivent croire qu'on est une boîte américaine, mais non, on est une boîte française. Le siège social est à Dijon chez mes parents. Et donc ça a mis, ça a mis 1 an et demi. Donc heureusement, on avait le chômage. Okay. On a eu des aides aussi, un entrepreneur qui nous a logés pendant 3 ans gratuitement. Et donc non, tu vois, c'est quand même long. C'est-à-dire que ça, c'était possible parce qu'on avait des rythmes de vie où on n'avait pas de prêt immobilier, on n'avait pas de prêt auto, on n'avait pas encore d'enfants, de famille à charge et tout. Et du coup, j'ai encore plus de respect pour quelqu'un qui crée aujourd'hui une boîte, alors qu'il a déjà un certain rythme de vie, qu'il est habitué à aller en vacances. C'est beaucoup plus risqué en fait. Qu'est-ce qui t'anime? Parce que tu es animé pour tenir aussi longtemps, pour avoir ces conditions, pour l'imposer à sa famille, parce que je pense que tu l'imposes. Ouais, alors le rythme, soit à ta femme, soit à tes parents. C'est quelque chose. Mes parents, je crois que je leur ai rien trop imposé parce que mon père est entrepreneur, donc du coup, je pense que ça le faisait sourire de me voir faire ça. Okay. Ils ont certainement été un peu inquiets au début. Et non, par contre, à ma femme, oui, mais au début, on était à distance, elle était au Luxembourg, moi, tu vois, j'étais en France, donc du coup, là, il n'y avait pas trop de contraintes. Et puis après, oui, il y a beaucoup de boulot, mais aussi, plus WizEvent grandit, plus ton rythme aussi, ça s'agit, tu vois. On est toujours à fond, on est habité par le projet. Okay. Mais honnêtement, quand on l'a lancé, on avait 24-25 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. J'ai pas la même énergie. J'aimerais, hein, mais j'ai pas, tu vois, j'ai un peu soufflé dans la montée tout à l'heure. Oui, il y a des sacrifices, mais après, je pense que les gens qui t'aiment, quand ils savent que tu es heureux et que c'est ce qui te plaît, ils sont contents pour toi, et puis du coup, tu es épanoui, et puis du coup, tu le vis plus facilement. Mais par contre, c'est plus les copains. Tu vois, j'ai perdu, alors je n'étais pas perdu, mais on s'est perdu de vue. La raison pour laquelle j'ai fait très tôt, assez jeune, je me suis rendu compte que moi, j'aime contrôler. J'ai peur en avion parce que je ne pilote pas l'avion. Donc j'aime être en contrôle. Okay. Et l'entrepreneuriat, je trouve que c'est quelque chose qui te permet de contrôler parce que c'est toi qui choisis ce que tu fais. Et du coup, le matin, quand tu te lèves pour toi, tu te lèves sur un truc que tu as choisi. Et donc la raison pour laquelle j'ai beaucoup poussé sur l'entrepreneuriat, que c'était un truc qui m'habitait, c'est que je voulais être maître de ce que je fais et d'être chaque matin content de me lever. Et c'est quoi l'aspiration profonde? C'est quoi je vais ouvrir un marché qui n'existe pas. Il y a 2 trucs, je pense. Il y a la liberté, d'être libre, de dire ok, c'est un truc que je fais. Le deuxième, c'est la création. Okay. Et le troisième, je crois que c'est la compétition, d'avoir envie de montrer que tu es meilleur que l'autre. Toujours sportif. D'avoir envie de gagner. Et en fait, tu vois, c'est marrant, je joue avec mes enfants, là, ils ont 5 et 6 ans. On leur a acheté un Monopoly Junior. Et donc je joue avec eux et c'est rigolo parce que moi j'ai des souvenirs du Monopoly. Quand je jouais au Monopoly, j'ai tout de suite eu ce goût il va y avoir la négociation pour essayer d'acheter la rue de la Paix. J'étais très dans... Et mon père aussi m'a formé là-dedans parce que t'as transmis ça. Parce que j'ai mangé ça les midis, les soirs et tout. Le travail, pas compter ses efforts. Tu vois, mon père est un laborieux, a beaucoup bossé. Et ça, en fait, tu vois, je pense que c'est venu assez naturellement. Okay. Et c'est quelque chose que tu transmets à tes enfants? Non. Parce que moi, je suis papa entrepreneur et je me demande, est-ce que forcément… Alors, je leur transmets pas au sens où je vais pas les asseoir autour d'une table et dire, bon, alors les enfants, il faut que vous soyez entrepreneurs. Voilà comment… un business plan. Jamais. Non, j'ai envie qu'ils fassent un truc qu'ils aiment. Et puis, tu le vois, de toute façon, dans leur caractère, tu as des choses aussi un peu innées. Ils sont pas pareils, ils ont des aspirations, je pense, différentes. Mais par contre, je pense que je leur transmets, mais involontairement, par mon
comportement, mon caractère, ma façon d'aborder les difficultés, les réussites, je pense que je leur transmets un petit peu qui je suis. Donc, mais pas dans une notion de... Tu sais, des fois, tu as des parents où moi, j'ai toujours un petit peu... j'entraîne à parler anglais, on fait des mathématiques le soir et tout. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais... Je suis coupable. Parce qu'on fait peut-être pas le soir les mathématiques, mais le matin, l'anglais aussi. Ouais, mais oui, tu le fais parce que tu as envie de les aider. Mais tu te dis pas, bon, ils vont être traducteurs. Oui, ils non, vont être... non, on essaie de leur donner le plus d'armes possible pour affronter un peu le. Ouais. Moi, ça, je le fais pas trop. Je me dis, bon, il y a l'école. Et par contre, j'essaie de leur transmettre plus d'autres trucs, mais par le jeu, par des. Et pour autant, tu vois, quand ils demandent des dessins animés, je leur mets en anglais. Parce que j'étais nul en anglais. Donc, tu vois, ce que tu fais, au fond, c'est quand même, ça m'aurait vachement aidé. On parlait du rapport entre sport et entrepreneuriat. Oui. Il y a le rapport avec le cyclisme. Oui. Alors, il y a 5 catégories de cyclistes, je pense qu'on dit. Il y a le grimpeur, donc, qui est doué dans la portion de route à ascension. Le sprinter, donc je pense que les gens vont comprendre. Le rouleur, donc le rouleur, il a une cadence élevée pendant plusieurs minutes pour pouvoir distancer le peloton. Ouais. Le puncher, donc explosif, et le polyvalent. Ouais. Toi, tu te considères lequel des 5? Je vais être le polyvalent et le puncher. Ok. Polyvalent parce que dans l'entrepreneuriat, tu fais un peu tout. Ouais. Donc tu vois, je fais encore du juridique chez WizEvent, je fais encore un petit peu de financier, je fais encore un peu de commercial, je fais un petit peu de produit. Je fais un petit peu de stratégie, je fais un peu d'administratif, donc je fais un peu tout. Okay. Et j'aime bien, et je crois que j'ai besoin de changer un peu les sujets. Et ça permet de garder aussi un peu, d'être crédible quand je parle au DAF, il est bien meilleur que moi, mais je sais de quoi il parle. Okay. Donc, je dis c'est quoi ce terme, ça veut dire quoi? Non, je sais de quoi il parle, je peux le challenger, des fois je lui apporte des petits trucs. Et c'est dans une volonté d'être meilleur aussi sur ces sujets pour peut-être faire grossir la boîte, ou c'est quelque chose où tu as du mal à lâcher Il y a peut-être un petit peu il y a un peu de ça, en fait. Alors ça peut être vu comme j'ai du mal à lâcher prise, je pense que c'est que j'ai envie d'être en contrôle. J'ai envie de savoir de quoi je parle. J'ai pas envie de tu vois, si demain je parle à quelqu'un, il me dit c'est quoi tes chiffres, je suis attends, j'appelle mon directeur financier. Non, je peux te donner les grands horizons, et ce qui permet d'avoir un modèle rentable. Tu vois, tout à l'heure on parlait des différents modèles. Pour un modèle rentable, il faut comprendre tous les échelons. C'est-à-dire que tu peux pas dire c'est mon DAF qui gère le business plan. Non, c'est toi qui dois savoir à quel prix tu vends, est-ce que c'est rentable. Tu dois le savoir à petite échelle sur un client, tu dois l'extrapoler à une plus grande échelle. Mais pour ça, il faut que tu aies mis les mains dans le cambouis. Donc moi, j'ai envie de garder les mains dans le cambouis, ça te permet d'être crédible par rapport aux équipes. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir une assistante, d'être dans un bureau fermé, de plus parler à mes équipes. Tu vois, déjà là, quand tu es 120, il y a des gens qui t'arrivent, que tu connais pas leur prénom, c'est un peu plus compliqué. Et pourquoi puncher? Parce que je suis un peu un dynamiteur. Je suis un peu un dynamiteur parce que je suis un peu un sanguin, parce que je suis celui qui prend des risques. Sébastien est beaucoup plus rationnel que moi. C'est moi qui va dire, ok, il faut qu'on rachète les ventes privées, t'es monté au capital chez nous. Ouais. C'est moi qui dis, Seb, en plein Covid, mec, c'est le moment où on rachète nos parts, on prend le risque, ça, on rachète un concurrent pendant le Covid. Move quand même, c'était osé ouais, c'était rigolo. Les banques d'ailleurs n'ont pas suivi tellement. Nous en parler un peu. Vente privée rentre au capital, c'est ça, ou vente privée, rachète? En fait, on fait une levée de fonds en 2012 d'1 million d'euros qu'on ne dépense pas. Et mais par contre, cette levée de fonds nous a aidé à structurer, à racheter des concurrents, parce que du coup, on a mis des annonces pour recruter, et en fait, des concurrents sont venus nous voir en disant on s'est reconnu dans l'annonce, donc on a racheté la boîte. Et donc, ce fonds entre en 2012, et en 2014-2015, on commence à avoir des offres de rachat. Il y a Eventbrite aux États-Unis qui est depuis entré au Nasdaq, qui est une très grosse boîte qui vient nous voir. Il y a Lagardère qui veut nous racheter, qui avait Billets Réduc, France Billets avec la Fnac, Vivendi avec Digitic. Donc là, on te propose des sommes qui peuvent changer ta vie. Et... Ouais. À ce moment-là, on a 29 ans. Et là, tu te dis deux choses. Tu te dis, bon, t'es content, hein, c'est un bon problème déjà. Mais t'es dans un truc où tu te dis, est-ce que je vais pas être le gars qui a refusé une offre un peu folle, et du coup, qui toute sa vie va dire ah, et qui passe un peu pour le débile qui a refusé le truc. Et en même temps, tu te dis, mais j'aime ce que je fais, je pense qu'on peut faire plus. Et si on vend un de ces acteurs, on s'est construit en opposition à eux parce qu'on trouvait qu'ils n'étaient pas bons et qu'on pouvait faire mieux. Donc tu as des équipes qui t'ont suivi en disant ok, c'est ça que tu veux faire, et ben on va le faire avec toi, on te suit. Et là tu retournes les voir et tu dis en fait c'est notre nouveau papa, tu vois. Donc ça marchait pas. Donc finalement le deal se fait pas comme ça, mais on va avoir vente privée en leur disant tiens, il y a peut-être un scénario, vous êtes français, entrepreneur dans une vision de moyen long terme, indépendant. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet où vous rachetez les parts qu'on le font, à peu près 30%, où Sébastien et moi on a cédé quelques parts aussi, ce qui nous a permis de sécuriser une partie de l'aventure, mais où on reste en contrôle complet
pour porter la vision et développer WizEvent aussi loin qu'on veut. Et quand tu dis sécuriser, c'est cash out. C'est faire du cash out. C'est donc vendre une partie des actions que j'avais à vente privée, ce qui nous a permis du coup de sécuriser une partie de l'histoire. Et c'est assez commun sur des parcours comme ça d'entreprise où l'entrepreneur il aime le risque, il a envie de grossir, mais à un moment donné, ce qu'il gagne, c'est aussi sur cette partie des actions. Si tu regardes mon salaire, depuis le début de WizEvent, aujourd'hui j'ai un beau salaire, très bien, mais si tu le lises sur 15 ans, j'ai le salaire d'un cadre sup, ce qui est très bien, hein, attention. Mais par rapport à l'énergie, par rapport à l'engagement, par rapport au boulot qu'on a fait, avec Sébastien, on travaille tous les jours, hein. Les samedis, les dimanches, les soirs, les week-ends. Les premières années, je pense qu'on coupait peut-être une semaine max. Et quand tu mets ça, le nombre de jours que tu as bossé, en fait, tu as un salaire petit, mais très bien, on n'avait pas besoin d'argent, c'est pas le sujet. Et donc une façon de sécuriser, c'est au fur et à mesure, potentiellement, de faire rentrer des actionnaires. Donc c'est ce qu'on a fait. Parce que le cash out, comment ça fonctionne exactement? C'est en fait, je récupère... Tu vends des actions. Tu vends des actions, ok. Tu vends des actions. Contre de l'argent. Contre de l'argent. Contre de l'argent, d'accord. Ouais, contre de l'argent. Et c'est comme si tu vendais, tu sais que souvent tu vends ta société, mais tu peux aussi vendre des parts de... Donc tu vends quelques actions. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Ça a très bien fonctionné avec vente privée et c'est un associé qui nous a laissé piloter et driver de A à Z la vision, ce qui a permis qu'entre le moment où on entre chez eux et aujourd'hui, eux, ils aient fait une très belle culbute économique, puis que la boîte, elle est fait x10, x15 quasiment. Ah oui, parce qu'ils n'étaient pas aussi là où ils sont du coup. Alors eux, ils étaient déjà très gros. Hein. Okay. Attention, nous vente privée, c'est là, nous on est tout petits encore par rapport à eux. Mais par contre, ça a été pour eux, je pense, une belle réussite. Et arrivé dans le Covid, avec Sébastien, on s'est dit, ok, on a vente privée qui a à peu près, qui est devenu un actionnaire de référence. Donc la boîte grossit, c'est peut-être le moment de reprendre le contrôle complet parce que ça nous redonne la main complète sur le futur de WizEvent. Parce que malgré tout, quand tu as un associé, tu es obligé de composer avec lui. Tu n'as plus forcément les mêmes visions à un moment donné. Et vente privée, tu vois, voulait se retirer de la partie spectacle. Quand nous, on voulait continuer dans notre domaine culture, sport et tout. Et donc, on a pris le risque d'aller voir les banques en plein Covid pour leur dire bon, il y a le Covid, notre activité est à l'arrêt, mais tous les indicateurs sont ouverts pour que ça reprenne. Et on veut reprendre le contrôle et on vous demande de nous prêter de l'argent. Un banquier, là, il doit halluciner, il doit se dire... Ils nous ont suivis parce qu'ils avaient l'historique de la boîte qui a toujours été rentable et ils voyaient comment on l'a gérée. Donc ils nous ont suivis, sauf que quand on est passé en comité le lendemain du deuxième confinement. Le deuxième confinement, c'est un vendredi. Et là, on arrive en comité le lundi dans les banques. Et là, les banques, elles ont l'information que deuxième confinement, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une grippette, que ça va peut-être durer longtemps. À ce moment-là, il n'y a pas encore les vaccins. On est sur un modèle de LBO, donc on va chercher de la dette pour rembourser. Sur une boîte qui est dans l'événementiel, qui est le secteur le plus heurté. Et là, ils nous disent, bon, les gars, on vous aime bien, mais non. Donc ils arrêtent le truc. On renégocie avec vente privée pour faire baisser le prix en leur disant, voyez, on ne peut pas le financer, donc c'est que c'est trop cher. Vente privée a joué le jeu et on a trouvé une autre structure pour nous accompagner qui s'appelle ZenCap et qui nous a accompagnés sur le financement. Et ça a aidé la négo. C'est de la négo, ça a coûté un peu plus cher, mais c'est le jeu. Et depuis, maintenant que l'activité est repartie, on les a refinancés, c'est-à-dire qu'on a remplacé cette dette par une nouvelle dette qui coûte beaucoup moins cher, une dette bancaire en fait. Et donc on a fait cette opération qui était cool et en même temps on a racheté un concurrent belge. Et donc WizEvent, qui était une boîte qui faisait 80% de son chiffre d'affaires en France, est passé sur une société qui fait 50-50 et qui a donc des bureaux à Anvers, en Belgique, des bureaux à Lausanne, des bureaux à Londres, des bureaux à Madrid, des bureaux à Montréal. Et donc on a dans cette vision maintenant de développer l'activité européenne. Toi qui aimes le européenne. Monopoly, là, tu t'es dit... C'est rigolo, c'est stratégique. Ouais, j'aime bien. Ça, c'est une partie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est pas que le Monopoly. Le Monopoly, c'est un peu impersonnel, c'est-à-dire qu'il y a un peu de négo dans le Monopoly parce qu'il faut que quelqu'un accepte de te vendre un endroit pour que tu aies les deux adresses. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une vision stratégique. En fait, tout s'aligne quand il y a un rachat. Est-ce que financièrement, ça tient la route? Est-ce que le produit est bon? Est-ce que le marché est bon? Est-ce que la vision est bonne? Et le dernier truc qui est passionnant, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on ne rachète pas des boîtes, en fait, on vient créer quelque chose de plus gros avec des fondateurs qui sont là, qu'on essaie de garder avec nous et des équipes. Ça c'est un truc dont on ne parle pas assez. C'est vrai que le rachat d'une boîte, c'est aussi s'accoler à des aventures humaines c'est essentiel. Qui s'entremêlent et du coup essentiel. On part avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et surtout quand tu viens racheter une boîte qui a été créée par un entrepreneur qui est encore aux commandes. Si tu achètes une boîte où il y a un directeur général mais qui n'a pas créé la boîte qui vient d'être nommé, il a de l'affect pour cette société. Mais tu vois, souvent on dit, ta boîte c'est mon bébé.
quand tu achètes le bébé de quelqu'un, il a intérêt à bien t'aimer et toi, tu as intérêt à faire en sorte que son papa, justement, le fondateur, il dise du bien de toi et qu'il amène le truc et tout. Ça, c'est essentiel. Pour la prochaine question, j'ai une citation. Tu dis « On entrait dans une période de crise, le moment où tout le monde a eu naturellement tendance à être en défense. Nous sommes passés à l'attaque. » Donc tu vois, on revient bien sur le côté sport, punch. Toujours, ouais, puis sport. Ouais. Donc ma question, c'était comment on traverse une crise structurelle, justement? Comment toi, tu te... Une crise structurelle, je ne saurais pas dire, mais là, une crise conjoncturelle, ça je peux. Enfin, moi je l'ai déjà vécu comme un entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, tu es optimiste. C'est-à-dire que tu entreprends, tu crois en l'avenir. Et donc, de façon très optimiste, pour moi, le Covid, c'était une grippette. Ça allait durer 3 semaines. Donc, ça, c'est le premier truc, c'est que je me suis dit, bon, ça va pas durer longtemps, donc je me suis pas mis en tenue de combat en me disant ça va être dur. Ça, c'est le premier truc. Et puis bon, en fait, on sait ce que ça a donné, ça a duré longtemps, mais à chaque fois qu'il y avait une nouvelle période de confinement, je me disais, mais bon, c'est la dernière. Tu vois. Donc ça, c'était l'état d'esprit. Et puis après, ce qui a été dur, c'est que les up and down, c'était un peu dur pour les équipes. Donc là, c'était un peu comment on arrive à les motiver et tout. Et puis même perso, chacun, tu vois, trouver son équilibre dans cet univers un peu fou, c'était un peu compliqué. Tout le monde qui passe en télétravail, voilà. etc. Et après, comment on passe à l'attaque, en fait, on s'est dit... moi, au début, je me suis même dit, tous nos concurrents, notamment des concurrents peu rentables, tu vois, on parlait de la rentabilité, les levées de fonds, tous ceux qui levaient des fonds, qui avaient tendance à casser les prix, à acheter des parts de marché, on s'est dit, ils vont disparaître parce que du coup, ça va accélérer leur disparition. Donc on s'est dit, chic, comme on est rentable et qu'on a la trésorerie, c'est bien pour nous. Il y a eu les aides de l'État, donc finalement, tu vois, on n'a pas eu besoin de tant défendre parce que les aides de l'État ont permis quand même de préserver tous les emplois. Et on s'est dit, du coup, comme on a de la trésorerie et qu'il y a des sociétés en difficulté, peut-être que c'est l'occasion d'aller rediscuter avec des acteurs avec qui on parlait pour créer un acteur plus gros. Et au fond, ça nous a occupés aussi, parce que comme on n'avait plus de boulot, le premier événement qui a été arrêté, c'est le salon de l'agriculture, on fait la billetterie. Donc dès le lundi, on gère tous les remboursements. Le salon de l'agriculture, c'est huge en plus. C'est costaud. Et du jour au lendemain, ton activité, elle tombe quasiment à zéro. Et en même temps, tu as une explosion de la gestion des remboursements, tous ces problèmes-là. Donc c'était un peu sport et donc plus d'activité. En tout bout de l'activité pas très intéressante, rembourser les gens. Tu vois, on n'a pas créé WizVion pour rembourser les gens. On a fait ça pour que les gens aillent à des événements, se rencontrent, vivent des émotions et tout. Et on a fait ça et on a aussi travaillé à notre marque. On s'est dit c'est dur pour tout le monde, pour les organisateurs en particulier. Et on va créer un podcast. Donc tu vois, ça rejoint un peu ce que vous faites. Okay. Où on va recevoir des organisateurs d'événements et on va les écouter, on va leur donner la parole, on va leur demander comment ils voient l'avenir, comment ils s'organisent actuellement pendant cette phase folle. Et moi, ça m'a fait faire un nouveau métier. Tu sais, tu disais qu'est-ce que tu aimes faire, j'aime faire plein de trucs. Donc ça m'a permis de faire un nouveau métier, je mets des guillemets, mais journaliste, je me prenais pour un journaliste en tout cas. Je préparais mes petites interviews et tout. Ça m'a permis de rencontrer des hommes et des femmes passionnants. Ouais. Et puis ça m'occupait. Au même titre que ça nous occupait d'essayer de racheter des boîtes, de faire toutes ces opérations dont on a pu parler. Donc on l'a affronté comme ça. Et puis au final, quand c'est reparti, je pense qu'on est ressorti d'autant plus fort. Parce que les équipes qui sont restées avec nous, c'est des gens tu vois, qui sont loyaux, sur qui on peut compter, qui ont vécu ce moment un peu compliqué avec nous. Et puis pour nos clients, on a renforcé notre image. Le fait qu'on n'est pas juste un logiciel, mais qu'on est à leur côté, tu vois, le fait que ce soit l'un des fondateurs qui parle avec eux, ça crée de la proximité et tout. Donc, D'ailleurs, ça c'est une question que je me pose. C'est pas dans le comment dire, c'est pas philosophiquement en tout cas, c'est pas quelque chose qui est facile à aborder en France justement, le fait qu'un fondateur prenne la parole. Nous, on travaille beaucoup sur la founder brand et on adore parce qu'on trouve que le CEO, c'est lui qui doit prendre la parole, qui doit donner un peu le là dans une entreprise. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va changer? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Je pense qu'ils le font de plus en plus quand même. Ouais. Peut-être pas autant que les Américains, c'est pas autant personnifié, mais j'ai quand même le sentiment que de plus en plus c'est le cas. Moi, j'ai toujours fait. Et j'ai toujours fait parce que je me suis dit que c'était de la communication gratuite. Ouais. Mais tu le fais sur le podcast des autres. Là, tu as créé ton podcast. Alors là, j'ai fait, ouais. Là, on a créé le podcast. C'est différent, en fait. Ouais. C'est une démarche. Mais déjà, de le faire, d'aller dans les médias, tu as des gens qui sont... Alors, tu as la démarche de je veux des relations presse, je prends une agence RP et tout. Mais déjà, on a plein de sollicitations. Et moi, j'ai toujours accepté toutes les sollicitations en me disant, quelle que soit la taille du média,
c'est toujours bien de faire parler de la boîte parce que c'est bien pour la communication externe et c'est aussi bien pour la communication interne. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai raconté l'aventure Vélo Tour, comment on a créé WizEvent, que c'était une aventure de copains. Et ben, j'espère et je pense que des salariés vont l'écouter. Et au fond, c'est aussi une forme de formation, de transmission. Quelles sont les valeurs de cette boîte, avec qui je bosse, pourquoi je bosse avec eux, comment ils l'ont fait. Parce que là, tu arrives chez WizEvent et tu te dis, ouais, c'est 150 salariés, ouais, il doit gagner beaucoup d'argent. Puis les bureaux à l'étranger. Les bureaux à l'étranger, c'est impersonnel. Tu peux avoir le sentiment de, tiens, ils sont arrivés là par hasard. Et en fait, non, on a bossé comme des fous. Donc, je pense que ça renforce un peu notre légitimité. Légitimité, la marque employeur, le fait de transmettre les valeurs. Pour un organisateur, de savoir comment on a créé WizEvent, pourquoi on l'a créé, finalement à qui donne de l'argent, tu vois, de se dire bah tiens c'est comme des Français, tiens ils ont l'air sympas. Donc ce rôle-là on essaie de le faire et je pense que oui il faut que les entrepreneurs ils prennent la parole. Après la seule limite c'est le côté là où je veux pas tomber, j'essaie de faire gaffe de pas tomber dedans, c'est le côté ouais après le côté un peu où tu perds pied où tu vois, mes parents, ils me disent toujours que, et pour moi, c'est une valeur importante, c'est de garder les pieds sur terre, tu vois, de pas faire oui, c'était facile, on est arrivé là, puis on est les meilleurs. J'imagine que depuis 2006, tu en as vu des gens peut-être qui ont joué trop ce jeu de l'image et qui étaient moins dans l'efficacité. Ouais, peut-être après, ça apporte toujours quand même le jeu de l'image, moi, ça me gêne pas. Ce que j'aime pas, c'est quand ça devient, quand c'est la seule chose qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire? Se servir de ton image, de ce que tu racontes pour quelque chose qui est solide derrière. Tu vois, je serais pas à l'aise là de venir et de te raconter des cracks sur des trucs qui sont pas... Je suis là, je me dis, bon, je raconte l'histoire telle qu'elle est en fait. Et non, je trouve qu'il n'y a pas trop d'abus, c'est le jeu, tu vois. Puis après, puis les gens le sentent aussi quand c'est too much ou quand c'est pas dans l'esprit. Et puis je pense que mes salariés le verraient aussi. Tu vois, si là je venais et puis je disais n'importe quoi par rapport à la réalité, Bien sûr. Et on arrive à la fin. Mais j'ai trop de questions encore. C'est vrai qu'il va me tuer. On fait une saison 2. Ouais, c'est ça. Mais je la pose quand même parce qu'on a un partenaire sur l'émission qui est SAS Accompagnement Social, qui est un logiciel en fait qui met en relation des salariés avec des psys. Et on a parlé de crise des psys et des assistantes sociales. Ouais. On a parlé de crise. On parle beaucoup des salariés, du bien-être salarié, ce qui est normal. J'imagine que toi, tu prends les dispositions pour, mais qui s'occupe de toi, ta santé mentale? Qui s'occupe de... Parce qu'on ne parle jamais du CEO, on ne parle jamais du dirigeant. Je m'en occupe moi-même. Tu t'en toi-même. Je suis égoïste. Mais comment alors? Non, mais tu vois, c'est rigolo. Hein. Je me rappelle une fois avoir... il y a eu des parce que pareil, tu pourrais te dire, bah, WizEvent, ça a été une trajectoire facile, tout. Non, il y a eu des moments difficiles. Je me rappelle une fois avoir fait une interview un peu comme ça, avec un autre entrepreneur qui avait des difficultés, puis il me pose des questions, et puis à un moment, j'ai les larmes aux yeux, tu vois, j'étais pas bien. Et donc, putain, je vais tomber. Et on en avait parlé ensemble avec lui, puis tu vois, et à ce moment-là, je m'étais senti que j'étais fragile un peu. Mais c'était très lié à une phase de la boîte où je sentais que j'avais, justement, tu vois, avec les équipes, j'avais un peu perdu le lien avec les équipes, il y avait des tensions. En fait, l'image que je renvoyais collait pas avec ce que j'avais envie d'être. Et du coup, ça avait été un peu compliqué. Pour autant, j'avais pas été voir un psy ou quoi, mais je m'étais rendu compte que, tu vois, il fallait faire quand même un peu gaffe. Donc ce que je fais, je fais du sport. Parce que tu es hyper exposé au final. Ouais, tu es exposé. Toi, tu es toujours sur le terrain, etc. Beaucoup, ouais. Donc après, ce que je fais beaucoup de sport. Après, j'ai la chance d'avoir une famille, tu vois, solide, stable, ça m'aide vachement, tu vois. Ouais. Et puis tu vois, Emmanuel, qui est ma femme, on s'est rencontrés bien avant WizEvent, donc elle me connaissait, on a grandi ensemble sur le truc, tu vois. Donc c'est des bases solides. Et après, la chance de ouf que j'ai, c'est que j'ai Sébastien. Et qu'on s'entend super bien et que tu disais qu'il est ton profil, enfin vous avez des profils similaires, des cadres de vie assez similaires, vous êtes très proches. On a le même âge, on a à peu près la même vie, le même nombre de gamins. Alors on n'essaie pas de tout faire pareil, c'est du hasard. Pour revenir à ça, la chance que j'ai aussi dans cet équilibre que tu me demandais, c'est bah ouais, j'ai un super associé. Et donc quand je suis ici, lui il me dit gars, redescends sur terre. Okay. Quand je suis là, il me dit mais non, regarde, il y a des trucs positifs. Et puis j'espère que je joue aussi ce rôle-là pour lui. Et donc c'est comme ça que je fais, et je fais toujours beaucoup de sport, j'ai besoin de faire du sport. Okay. Tu vois, quand je fais pas de sport, je sens que je deviens tendu, que je deviens pas cool. Donc j'ai besoin de faire du sport. Et du coup je fais du karting, je suis un fou furieux de karting depuis des années. Okay. Donc la F1 c'est pas... Ah non, je rigole pas. Ah ouais, ok, d'accord. Non, j'adore ça, okay. Je suis un fou de F1. Et ce que j'aime dans le kart, c'est que tout le monde a le même matériel. Et qu'il y a toujours des mecs meilleurs que moi. Et ça m'énerve. Alors du coup, j'y retourne, et tu vois,
Et c'est un peu, tu vois, ce truc de compétition. C'est des challenges, ouais, de rechercher Et puis c'est très technique, faut aussi... T'as l'impression que c'est du sport auto, que il faut un physique assez costaud en endurance. C'est assez dur, tu vois, les bras, ça tire et tout. Et puis c'est une ambiance que j'aime bien. Et en plus, j'ai trouvé une équipe parce qu'on fait des courses d'endurance avec des mecs, donc j'ai une bonne bande de potes. Et des fois, on roule l'un contre l'autre, on se fait la compète, donc c'est cool. Okay. Et c'est ça mes drives, la famille, tu vois. Et puis après, la chance clé, tu vois, c'est que, bah voilà, que la famille, les gamins aillent bien, tout ça, c'est... Puis les gamins, ça m'a vachement aidé à baisser la pression. Parce que tu rentres, ah, j'ai eu ça aujourd'hui, Et puis tu vois un gamin, lui, il s'en fout. Il sourit, il est en train de jouer avec ses trucs. Au final. Tu vois l'essentiel. Et ça, c'est cool. Ouais. Ah, c'est beau. Mais c'est beau, ce qui ressort de ton parcours, c'est l'alignement. J'ai l'impression que tu as un alignement comme ça qui se fait au fur et à mesure avec ton business, avec tes partenaires, avec ta famille. Et au final, ça te fait tenir, tu es sur quelque chose de, j'espère. De sain. C'est bien d'entendre des histoires ou comme santé. Ça. Hein santé. C'est peut-être ça que je dois travailler par contre. Le côté de rendre, j'aimerais rendre un peu plus. Parce que maintenant que la boîte va bien, tu vois, hier j'avais un échange avec notre recruteuse et je lui disais, tiens, est-ce que nos annonces elles sont sur la GFIP, qui est le site pour recruter les personnes en situation de handicap? Au début, ça aurait été plus compliqué, mais aujourd'hui, c'est une boîte qui va bien, donc qui peut faire des efforts. Et des fois, je me dis, tu vois, quand je dis pourquoi on fait tout ça, des fois, je me dis, je suis un peu égoïste parce que je crée ma boîte, je crée mon truc, mais j'aimerais bien qu'on ait un peu plus d'impact sur Alors, j'espère qu'on l'a sur les équipes, mais qu'on l'ait aussi sur d'autres trucs un peu externes à WizEvent. Et tu vois, quand il y a la guerre en Ukraine, WizEvent, on a fait un don de 10 000 € à l'Ukraine dès le début, parce que je trouvais ça... Et ça devient de ton éducation, j'imagine. Ouais, ça vient un peu de ça, ouais. Oui. Ouais. Ma mère, quand je lui raconte un peu les chiffres de WizEvent, elle dit, ça veut rien dire ces chiffres. Elle dit, je comprends pas. Elle me ramène les pieds sur terre. Et c'est important. Et c'est cool ça. Ouais, c'est important. Alors la dernière question, c'est sur le côté culture. Tout à l'heure, tu me disais que vous allez accompagner les créateurs, parce qu'on est en pleine effervescence là, de la créateur économie, où tu as les créateurs, que ce soit YouTube. Je te parlais de Certes Mathurin qu'on va recevoir sur l'épisode, qui est humoriste et qui a créé son propre plateau de stand-up, qui crée ses propres spectacles. Et vous voulez les accompagner sur justement sur le côté billetterie. Tu me parlais de GP, l'événement. Explorer, ce genre de choses. Et comment tu te positionnes sur ça, sur l'avenir? Est-ce que c'est un segment hyper important pour vous sur l'avenir? Est-ce que vous l'avez toujours fait? Parce que je pense que on ne l'a pas toujours fait, mais on le fait de plus en plus parce que déjà ils viennent utiliser nos outils. Donc là on dit tiens, c'est quoi Lena Situation qui d'un coup fait 30 000 requêtes sur nos serveurs pour vendre 30 billets, tu en fais. Donc parce que ça devient des vraies marques en fait. Ça devient des marques et ça devient des marques à tel point que les gens qui les suivent à distance veulent les voir, veulent les rencontrer. Et donc sur des événements traditionnels, on a constaté que quand ces créateurs de contenu, ce qu'on peut appeler des influenceurs, viennent, ils deviennent des vrais pôles d'attraction et ils font venir des gens. Et donc eux-mêmes, ils vont avoir un enjeu qui est de monétiser leur marque et donc de créer des événements, leurs propres événements. Grand Prix Explorer, tu en as parlé, Amine Mathieu avec cette compétition de football avec l'Espagne. Et comme ça, tu en as beaucoup. Et donc de plus en plus, oui, on veut les accompagner parce que pour nous, c'est une occasion de se développer et surtout, c'est accompagner un mouvement avec une nouvelle façon de produire des contenus, que ce soit des contenus comme vous en vidéo à distance, réseaux sociaux et tout, mais aussi du contenu via de l'événementiel, qui est le truc qui nous fait vibrer. Et donc ouais, et ça nous permet aussi de rester en lien avec... parce que tu vois, j'ai 40 ans, je suis plus tout jeune, donc quand j'avais 25 ans, j'étais sûr d'être dans ce qu'il faut faire. Et on essaie à la fois dans le recrutement et à la fois dans les équipes et les gens qu'on accompagne d'avoir des jeunes. Parce que du coup, ils permettent d'avoir une vision. On est une équipe très jeune, donc je peux te dire peu expérimentée, mais en même temps innovante, dans l'air du temps. Là, actuellement, vous avez une équipe très jeune. Okay, alors sur des postes de management, moins, parce qu'on structure. Tu vois, on a notre directeur financier actuel, c'est l'ancien DAF d'American Express, tu vois, qui amène beaucoup d'expérience, qui a fait passer la boîte à un certain niveau et tout. Mais dans le même temps, il est avec des équipes plus jeunes et nous, on a des équipes très jeunes et notamment sur le développement. C'est important qu'ils soient sur les nouvelles technologies, les dernières stacks techno. Donc, ouais. Et uniquement sur de l'événementiel physique, parce qu'il y a aussi le sujet du Web3, où il y a des concerts maintenant sur Fortnite, Aya Nakamura qui a fait, ou Travis Scott, etc. On est un peu frileux là-dessus. J'y crois pas beaucoup. J'y crois pas beaucoup. On est beaucoup plus... on regarde, on le fait, on fait des partenariats avec des technos, tu vois, en blockchain, on fait ce genre de choses. Mais le métaverse, j'y crois pas beaucoup parce que j'en ai pas beaucoup envie. Donc c'est peut-être pas très rationnel,
Mais au fond, j'ai pas tellement envie. Je trouve qu'on est déjà beaucoup trop dans nos supports numériques. Alors là, me dire que je vais mettre un casque, que je vais aller voir un faux. Moi, j'aime bien sentir l'odeur des frites. J'aime bien sentir les gradins qui vibrent. J'aime bien la chaleur d'une foule. J'aime bien me faire piétiner sur les pieds pour aller acheter ma bière fraîche quand je suis à la festival. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime bien la vie en fait. Ouais. Et je trouve que dans le métaverse, on essaie de recréer une vie parce qu'on n'est pas tellement satisfait de notre vie actuelle. Et je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas investir plus dans dynamiser un peu notre vie actuelle, se voir. D'ailleurs, tu vois, après le Covid, ce besoin qu'on a eu de se retrouver, on a fait une année 2022 exceptionnelle parce que je crois qu'on a envie de se voir. Et tu vois, cette interview, elle n'aurait pas du tout la même gueule si on l'avait fait en visio. Tu vois, les podcasts que je faisais, c'était en visio parce que c'était en plein Covid. Si on avait pu les faire en vélo, ça aurait été cool. Ouais, c'est clair. Bah, en tout cas, nous, on a adoré te recevoir. Est-ce que tu peux nous suggérer le prochain invité ? Ouais. Et si tu as une question à lui poser, on lui fera écouter du coup. Ouais, et bah écoute, je pense que ça peut être très cool que tu fasses venir Gary Hansen de Alltrix. Parce que le vélo, c'est son dada, il a fait du vélo à très haut niveau. C'est un mec qui est inspirant et puis qui a monté une super belle aventure. Et aujourd'hui qu'il a revendu à Decathlon, donc il a plein de choses à raconter. Et je pense que ça lui fera plaisir de venir comme moi, pas bosser, mais faire un peu de vélo et discuter avec un mec sympa comme toi. Bien. Bah, merci beaucoup. Et Gary, t'es le bienvenu sur le prochain épisode. Je l'appellerai. Nous, on va se retaper la montée là, qui est assez difficile. Let's go. Ah, c'était top. J'avais encore 10 000 questions, mais...